Bonjour, donc aujourd'hui ce que l'on va voir c'est l'adressage IPv4 et le routage. Donc ça c'est la suite du cours, le numéro 2 en fait, qui lui était plus sur les adresses MAC. Alors, je vous remets mon PowerPoint. Et hop, voilà. Bien, on y va. Donc, ce qu'on va voir là maintenant, donc l'adressage IPv4, donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'adressage IP, c'est l'Internet Protocol. Alors, le but d'Internet Protocol, en fait, c'est d'interconnecter des réseaux. C'est un protocole routable. On dit que c'est routable à partir du moment où on sort d'un réseau local, un LAN, pour aller vers un autre réseau, qui peut être encore un autre LAN, ou ainsi de suite. Donc dès qu'on sort d'un réseau identifié, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un routeur. Donc tous les protocoles qui sont capables de traverser les routeurs, on dit que ce sont des protocoles routables. Alors, comment un protocole peut-il être routable? Ben, en fait, c'est grâce aux adresses logiques que l'on distingue des adresses physiques. Donc, les adresses physiques, vous l'avez vu dans le cours précédent, c'est les adresses MAC qui sont fixées sur la carte réseau. Les adresses logiques, elles, en fait, elles sont au niveau au-dessus, et en fait, c'est vous qui déterminez votre plage d'adresse ou vos périphériques, vos services à l'intérieur, si vous avez du DHCP, ainsi de suite. Mais, en fait, vous donnez une adresse IP, c'est vous qui choisissez en fait globalement. Vous pouvez très bien fixer manuellement vos adresses IP, vous pouvez demander à un serveur DHCP de le faire, et vous créez en fait de ce fait-là un réseau, c'est-à-dire que toutes les machines qui sont dans le même réseau vont communiquer. Si dans votre réseau local vous changez une adresse IP, vous la changez de réseau, elle ne pourra communiquer qu'avec les autres machines qui sont dans ce même réseau. Donc en fait, ça sert à segmenter des réseaux physiques en plusieurs entités logiques. Voilà à quoi servent en fait, l'adressage d'IP. Alors on va voir ça en détail. Donc il est bien évident que chaque hôte d'un réseau, que ce soit un ordinateur, une imprimante, un routeur, doit avoir un identificateur ou une adresse propre et unique, sinon on ne pourrait pas le localiser. Lors des premières créations de réseau, l'idée était de donner un nom propre, tel que comptabilité, Soleil, Jupiter, Aligo, etc. Donc, cette idée-là est venue à plus d'un, et en particulier à Microsoft. À l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Et donc, plutôt que de nommer par l'adresse IP, c'est-à-dire au lieu de dire je veux contacter le 192.168.1.10, on disait en fait je veux contacter Jupiter. Alors ça pouvait fonctionner quand il y avait très peu d'ordinateurs, mais à partir du moment où il y a eu une masse d'ordinateurs, vous imaginez, parce que Soleil, Jupiter, la Lune, Saturne, et après on fait quoi après? On va pas attaquer toutes les étoiles du système solaire. Donc cette idée, Microsoft avait dit ouais, ça peut être judicieux, donc c'est ce qu'ils avaient appelé les noms NetBIOS. Donc bon, ça existe encore, hein, mais franchement voilà, c'est plus à l'ordre du jour ça. Donc on n'utilise plus des noms, on utilise des adresses logiques. Alors je vais faire un rappel sur les adresses physiques. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le cours précédent, donc les adresses physiques. Les cartes réseau possèdent toute une adresse physique ou une adresse qu'on appelle MAC, Media Access Control. Cette adresse est un code de 48 bits de 6 octets qui est logiquement gravé dans les proms de la carte. Donc les 24 premiers bits désignent le fabricant de la carte, les 24 suivants forment un numéro donné par le fabricant lui-même. C'est la somme de ces deux qui identifie la carte sur le... Enfin, c'est la concaténation des deux qui identifie la carte sur le réseau. Et je répète, le réseau local, le réseau Ethernet. L'ensemble forme une adresse MAC, donc une MAC adresse unique pour chaque carte. Chaque carte d'interface d'un hôte sur le réseau est physiquement dotée à la fabrication d'une adresse unique. Donc, un fabricant fabrique une carte et y met une adresse unique.
Deux cartes différentes ont automatiquement des adresses différentes où qu'elles aient été construites dans le monde. Comment peut-on en être sûr? Ces adresses s'écrivent sur 6 octets. 3 octets d'entête sont définis pour l'identité du constructeur. Et c'est un chiffre qui est attribué par une autorité mondiale qui génère tous les 3 premiers octets. Hein. Donc, en fait, il contrôle de ne pas associer les mêmes octets à un nouveau fabricant. On peut immatriculer ainsi 4194 304 constructeurs de cartes. Donc, pour le moment, voilà, ça c'est pas très problématique, on n'en a pas autant. Hein. Les 3 octets restants permettent à chaque constructeur de numéroter ses interfaces, ses cartes ou interfaces diverses au réseau. Donc ça peut être une carte réseau, une interface pour une imprimante, ainsi de suite. Ce qui lui laisse plus de 16 millions de possibilités. Donc un fabricant peut donc lui créer jusqu'à 16 millions de possibilités de numéros de cartes. Ces adresses MAC ont des propriétés incontournables dans les réseaux Ethernet. Mais pourquoi l'adresse MAC ne suffit pas? Peut-on utiliser l'adresse MAC pour localiser un poste qui n'est pas dans notre réseau? Donc un concentrateur ne peut pas localiser un poste avec une adresse MAC. Pour communiquer avec ce poste, il faut donc diffuser la trame à tous les postes. Impossible sur Internet. On peut pas, parce que si vous commencez à flouder Internet, vous allez enquiquiner des milliards de personnes. Un commutateur de trame met en relation 2 postes en fonction de leur adresse MAC. Donc, ça, pourquoi? Parce que je vous dis, on est dans notre réseau local et on travaille qu'avec la MAC. Grâce à des tables d'adresses, la constitution de ces tables d'adresses MAC est impossible sur Internet. Sinon, ça serait tellement énorme que le fonctionnement des routeurs serait impacté. C'est quasiment impossible de stocker toutes les adresses MAC de tous les ordinateurs du monde. Ordinateur, téléphone, point d'accès Wi-Fi, vous imaginez, maintenant on connecte des lave-vaisselle, des lave-vaisselle, des grille-pain, enfin bref, non, c'est quasiment impossible. L'interconnexion des postes appartenant à des réseaux locaux différents, principe d'Internet, suppose donc un autre système d'adressage, plus souple et plus facile à mettre en œuvre. Donc ce système doit permettre de localiser, d'atteindre un réseau pour ensuite, en utilisant les principes de la diffusion ou de la commutation, communiquer directement avec le poste. Donc on voit que on transporte le paquet via Internet, ça rentre dans le réseau local, ce paquet devient une trame et est envoyé sur le réseau Ethernet avec le principe de la trame Ethernet. Donc on a la trame Ethernet qui veut sortir, elle va être encapsulée dans une trame IP, elle va être distribuée, la trame IP va être distribuée au travers de tout le réseau Internet. Quand elle a trouvé le réseau dans lequel elle veut rentrer, après elle communique, donc soit c'est décapsulé, ça revient une adresse MAC, une adresse donc de l'Ethernet pour être attribuée à l'adresse MAC du poste qui devait recevoir le paquet, voilà. Donc vous voyez bien le système, hein. Donc on a Ethernet et le réseau, le protocole IP pour Internet. Donc ce système doit permettre d'interconnecter donc des réseaux. Donc comment interconnecter des réseaux? Un réseau local est limité à quelques kilomètres. D'accord, ça c'est le réseau local que vous pouvez connaître dans une entreprise, lycée, les réseaux dans un hôpital, ainsi de suite. Donc interconnecter des réseaux suppose établir des liaisons longue distance. Donc là on est d'accord, on va d'un réseau local à un autre réseau local. Pour interconnecter 2 réseaux, il faut une machine intermédiaire disposant d'un point de connexion sur chacun des réseaux. On ne peut pas relier chaque réseau avec tous les autres. Un réseau s'interconnecte avec un ou plusieurs autres réseaux, eux-mêmes interconnectés avec un ou plusieurs autres réseaux. Là, vous voyez, se dessine en fait, ça c'est ce qu'on appelle le web, en fait, vous voyez qu'il est en train de se dessiner. C'est un grand maillage qui est en train de se faire. Donc on fait des LAN avec des LAN, avec des LAN, avec des LAN, et donc à la fin du compte, on a un WAN. C'est la somme de ces interconnexions qui permet à un réseau de communiquer avec n'importe quel autre réseau, moyennant la traversée de réseaux intermédiaires.
Le système d'adressage doit permettre de déterminer une route entre deux postes à travers les différents réseaux. Alors, regardez, ici vous avez un poste qui est connecté à Internet. Vous êtes par exemple chez Bouygues, SFR, Free, qui est votre fournisseur d'accès, et vous voulez aller sur ce serveur web qui est ici. Votre paquet, il sort de chez vous, il rentre, là il est avec de l'Ethernet, donc il est dans votre LAN. Vous voyez que votre box, elle a un pied ici et un pied vers l'extérieur. Ça rentre à l'intérieur de la box. À ce moment-là, ça commence à être votre paquet Ethernet devient un paquet IP et il va voyager à travers tout le réseau en empruntant des routes bien définies. Alors ça peut être la même route, d'autres routes, plusieurs routes. Un paquet va passer par ici, l'autre paquet va passer par là, un autre paquet va passer par ici. Ça va arriver via, on va dire, une box du côté du serveur web. Ça va rentrer dans le LAN dans lequel est positionné le serveur web. Et ça va revenir par ici et re-rentrer. Alors, ce mécanisme-là, donc il y a du routage. Il y a ici donc de l'Ethernet. Et voilà comment ça fonctionne. D'accord? Mais le fait d'être sur Internet, la conception de l'adresse IP permet d'optimiser les routes. Par exemple, si votre serveur est aux États-Unis, l'adresse IP, elle commencera peut-être par 80. Donc, on sait que quand une adresse IP commence par exemple par 80, ça commence à indiquer sa zone géographique. Donc, les routeurs, eux, ils vont pas lire l'intégralité de l'adresse IP, ils vont commencer à lire les premiers bits de l'adresse IP et ils vont, après, travailler la route. Donc, ils vont envoyer au routeur d'après qui est le meilleur pour aller dans la direction souhaitée. Alors, les routeurs, bien sûr, ont des tables de routage. Ça fera l'objet de notre cours. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous perdre. Donc, on va en rester comme ceci. On reste assez schématique, on rentrera dans les détails plus tard. Alors, l'Internet Protocol. Donc, Internet est une interconnexion de réseau au niveau mondial. Internet repose sur le protocole IP. Internet Protocol, donc protocole gratuit, donc il n'est pas protégé, et c'est pour ça qu'en fait il est devenu numéro 1, parce que des protocoles routables, il en existait d'autres, mais qui appartenaient aux entreprises, qui elles voulaient faire payer, bien sûr, des droits pour utiliser des royalties pour utiliser en fait leurs produits. Et en fait, c'est une université qui a commencé à le faire IP, Internet Protocol, et qui l'a mis dans le domaine public. Alors ça date pas d'hier, hein, ça date des années 70 tout ça. 1970. Ouais. Donc IP est un standard incontournable, hein, maintenant IP est partout, hein, vous l'avez dans tout. Vous l'avez dans vos téléphones, vous l'avez dans votre cafetière, vous l'avez dans votre webcam, vous l'avez dans votre caméra de surveillance, vous l'avez dans votre voiture si elle est connectée, enfin bref, partout où vous avez un appareil connecté, il y a IP. C'est un protocole utilisé à la fois pour l'interconnexion de réseau, mais aussi pour la communication dans le réseau local. Donc dans votre réseau local, bien sûr, vous avez Ethernet, mais je vous rappelle que les machines, vous ne les adressez pas par l'adresse MAC, hein, vous les adressez avec leur adresse IP, qui est en général 192, 168, autre chose, ou 10, autre chose. On verra après les plages d'adresses qui sont non routables, qui restent dans le réseau local. Il propose un système d'adressage au-dessus des systèmes d'adressage utilisés par la technologie des réseaux locaux, les adresses MAC. Ce système d'adressage introduit la notion de réseau et d'appartenance d'un poste à un réseau, tout ça grâce à l'adresse IP. Donc c'est l'adresse IP qui va déterminer dans quel réseau se situe cet ordinateur. Alors, adresse IP versus adresse MAC. Hein. L'adresse MAC identifie une carte réseau. C'est un système d'adressage plat, on peut rien faire, quoi. On a les chiffres, on a les valeurs, point barre. On n'en fait rien de plus. L'adresse IP identifie un poste sur un réseau. C'est un adressage à deux niveaux. Un niveau identifie le réseau, l'autre niveau identifie le poste.
L'adresse MAC reste figée, elle est dans les prompts de la carte, modifiable parfois. Modifiable de façon logicielle, comme j'ai expliqué dans le cours précédent. Si vous prenez... bon, vous pouvez le faire avec Linux et vous pouvez modifier, mais sinon, par exemple, moyen tout simple, vous faites une machine virtuelle et en général, les outils comme VMware ou VirtualBox vous permettent de changer l'adresse MAC. Et donc, si vous créez deux machines avec la même adresse MAC, vous allez voir que ça peut ça peut faire un résultat assez rigolo. L'adresse IP est un paramètre modifiable du poste de travail, contrairement donc à l'adresse MAC de façon globale. L'adresse MAC est fixée généralement par le constructeur de la carte. L'adresse IP d'un poste est fixée par l'administrateur réseau en respectant un plan d'adressage interne ou par Internet. L'adresse MAC est unique. L'adresse IP est unique dans un réseau local ou sur Internet. Normal, si vous avez deux machines, vous avez une machine sur Internet qui a une adresse IP fixe, ben vous n'allez pas pouvoir, ça serait ballot d'avoir une autre machine qui ait la même adresse IP fixe sur Internet. Donc c'est contrôlé. Vous ne pouvez pas fixé vous-même votre adresse IP sur Internet. Donc vous utilisez les adresses IP que l'on vous donne et elles sont contrôlées pour pas se retrouver en doublon. En particulier, ce système doit permettre de segmenter un réseau en sous-réseaux, d'attribuer une adresse de sous-réseau à chacun d'eux, d'attribuer une adresse d'hôte dans le sous-réseau à chacun des hôtes de chaque sous-réseau. Toutes les opérations devront pouvoir être réalisées le plus rapidement possible par des circuits de calcul des interfaces électroniques, ce qui explique un caractère booléen. Donc on va le regarder. L'adresse logique ou l'adresse IP, contrairement à l'adresse physique, ne dépend pas uniquement de la machine. Elle est choisie pour pouvoir désigner une machine en tant que membre d'un réseau ou d'un sous-réseau. Une adresse IP est un code de 32 bits, soit 4 octets, pour l'adresse IP version 4, ce qu'on appelle IPv4. Habituellement représenté en notation décimale pointée et séparé par des points, exemple, voilà. Ceci est une adresse IP en décimale. Ce qui se traduit en binaire, ce qui se traduit en décimale, 192, 45, 35, 9. Et là, vous voyez, c'est quand même plus lisible que ceci. Alors, on va regarder ce qu'on appelle les NetID, les HostID et les masques de sous-réseau. L'adresse IP est à considérer en deux parties. On a les premiers bits forment l'identifiant du réseau, ce qu'on appelle le NetID. Les bits suivants forment le numéro d'hôte ou le HostID pour distinguer les machines du réseau. Donc l'adresse est constituée à la fois d'un identifiant réseau et des identifiants, des adresses IP correspondant à des machines dans ce réseau. Le masque de sous-réseau indique combien de bits servent à l'identification du réseau et combien de bits restent pour différencier les machines. C'est le masque qui vous dit dans quel réseau se situe cette adresse. Alors on va regarder tout ça. Dans la version 4 d'IP, donc IPv4, une adresse est composée de 4 octets, exprimés sous forme décimale. Par exemple, 10, 169, 27, 50. Là, quand vous voyez cette adresse, vous la regardez comme ça, rien ne vous dit forcément dans quel réseau elle est. Est-ce qu'elle est dans le 10, 169, dans le 10, dans le 10, 169, 27? Donc, quelle est l'adresse? Est-ce que si c'est le réseau est 10, l'adresse de la machine c'est 169, 27, 50. Si le réseau c'est 10, 169, l'adresse du réseau de la machine c'est 27, 50. Si le réseau c'est 10, 169, 27, l'adresse de la machine est 50. D'accord? Donc qu'est-ce qui va nous dire dans quel réseau on est? En fait, ça va être le masque qui va nous permettre de segmenter le host ID, le host ID qui est ici, du net ID qui est là. Donc une partie de l'adresse identifie le réseau, NetID, et l'autre le poste. Pour déterminer la partie identifiant le réseau et la partie identifiant les postes, on utilise donc le fameux masque de sous-réseau. Le masque 255.255.255 associé à l'adresse associé à l'adresse 110.129.27.50 définit le poste 50 sur le réseau 210.169.27.0. Alors, pourquoi? Parce que quand ici c'est à 1, comme là, 255, en fait, en binaire c'est que une série de 1, 255 que des 1, 255 que des 1, chaque fois qu'il y a 1, en fait, tout ce qui est au-dessus, en fait,
c'est du réseau. Alors, vous voyez ici 255 et 210, 255 avec 169, 255 avec 27. Donc en fait, ça va nous déterminer que ici, c'est le réseau, 210, 129, 27, et la partie restante, en fait, ça définira la machine sur ce réseau. Donc le 50, le poste 50 est sur le réseau. Alors on va voir comment ça fonctionne, en fait, ça se calcule, on va le regarder ensemble. Un réseau IP est un ensemble de postes partageant la même adresse réseau, on est d'accord. Supposons que votre PC se trouve à l'adresse 195.32.6.130 et que son masque sous réseau soit 255, 255, 255 et 0. Commençons par afficher ce masque en binaire. Il est constitué d'une suite de 1 suivi d'une série de 0. Donc le masque, je vous ai dit, donc 255, ça vaut en fait 8 bits à 1. Le premier octet tout à 1, le deuxième 255 tout à 1, le troisième 255 tout est à 1, et puis les autres 8 bits sont disponibles donc à 0, donc ça veut dire que là, voilà, c'est notre masque qui s'arrête ici. Les 1 doivent être toujours consécutifs, hein, sinon c'est pas un masque de sous-réseau classique. Alors, la série de 1 indique combien de bits de l'adresse IP servent à identifier le sous-réseau, les NetID. Les bits suivants, tous à 0, correspondent à l'identification de la machine, le host ID. Alors, ici, il y avait la notion de classe, on va voir après. Ici, quand vous avez le premier octet qui est tout à 1, le premier octet ici, c'est la classe A. Le deuxième, on va lire l'ensemble des octets, ce sera la classe B. Là, ça sera la classe C. Si on fait rentrer ici, vous retrouvez des 1 ici, c'est qu'on est en train de faire du sous-réseau. C'est-à-dire que le masque ne s'arrêtera pas là, il s'arrêtera avec le nombre de 1 que l'on trouve. Mais des 1 consécutifs au dernier. 1, 1. Si vous avez 0, 1, 1 dans un masque de sous-réseau, ça veut rien dire. Ça marche pas, c'est pas un vrai. Donc si on fait du sous-réseau, on va consommer ici. Voilà, on y reviendra un peu tout à l'heure, je ne vais pas vous perdre. On continue. Alors, l'adresse du sous-réseau s'obtient par un et logique entre l'adresse IP de l'ordinateur et son masque. Donc ici, vous avez l'adresse IP, vous avez le masque. Si on fait un et logique, en fait, vous avez, alors un petit rappel pour le et logique, donc 1 et 1, ça donne 1. 1 et 1, ça donne 1. 0 et 1, ça donne 0. 0 et 1, ça donne 0. Et après, bon, le 1 et 0, ça fait 0 aussi. D'accord? Donc, si vous appliquez à cette adresse IP son masque, ça vous donne l'adresse du sous-réseau. Vous n'avez plus qu'à reconvertir. Ça vous donne l'adresse du sous-réseau. Donc, ça, vous n'avez plus qu'à reconvertir en binaire. Et son adresse, en fait, c'est 195.32.6. OK? Donc, dans ce réseau-là, la machine 130 est identifié par son réseau. Le réseau, donc, 195.32.6. Toutes les machines qui seront entre 1 et 254 seront dans le même réseau si elles ont les mêmes 3 octets. Donc, l'adresse du sous-réseau est donc égale au NetID suivi d'une série de 0. Les bits qui correspondent au host ID ont été ce qu'on appelle masqués. Alors, pour comprendre comment on détermine l'adresse d'un réseau IP à partir de l'adresse d'un poste, il faut convertir l'adresse du poste et le masque en binaire, puis appliquer l'opération logique. Donc, je vous rappelle, 1 et 1, ça fait 1, 1, 0, 0, 0 et 1, 0, 0 et 0, 0. Donc, quand ça commence par 0 ici, c'est sûr que c'est du 0. Quand vous avez un 1 et un 0, c'est un 0. Pour y avoir le 1, il faut avoir juste un 1 et un 1. Alors, vous avez cette adresse, donc converti en binaire, ça donne ceci. Vous avez un masque, converti en binaire, ça donne ceci. Vous appliquez, donc on fait un et, vous faites le et en fait, ça va donner ceci. Hein, on est d'accord? 1 et 1, 1, 1 et 1, 1, 0 et 1, 0, 1 et 1, 1, 0 et 1, 0, et ainsi de suite. Donc, ce qui donne le réseau. Donc, cette machine est dans ce réseau. Voilà.
Alors, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, voilà. On continue. Alors, vous avez ce qu'on appelle les adresses privées. Les adresses privées, en fait, ça c'est normalisé, hein. Les adresses privées sont des adresses qui ne partent pas sur Internet. Donc en fait, elles ne sont pas routables. Alors, vous avez l'adresse IP, par exemple le réseau 10 et quelque chose, donc ça permet d'aller de 10 à 000 à 10, 255, 255, ça permet en fait théoriquement de pouvoir adresser toutes ces machines, hein, de là à là. Ça, c'est quand vous avez en entreprise, vous avez beaucoup de machines, vous avez donc c'est une classe A, vous avez après des réseaux, des adresses privées de classe B, donc ça fait un peu moins de machines adressables, hein, ça fait de 00 à 255, 255, ça en fait quand même déjà un sacré paquet. Après, pour les petits réseaux, genre votre domicile, en général, votre box vous met directement en 192, 168, 0, et donc ça va faire de quelque chose, voilà, vous avez 250 et quelques machines adressables. On verra après qu'on n'adresse pas la première ni la dernière adresse. Donc le 0 ne marche pas et le dernier 255 ne marche pas. Donc voilà, ça c'est un réseau, donc vous avez 192, 168, 1, 192, 168, 0, 192, 168, tout ça, ça reste non routable. Ces adresses donc sont non routées, elles servent à l'intérieur du réseau local, mais elles ne s'utilisent jamais pour faire des adressages entre réseaux. Si vous voulez adresser sur Internet, il faut une adresse IP d'Internet, d'accord? Voilà. Donc, qui sera vendue, hein, ça coûte à peu près 4 euros par mois pour avoir une adresse IP, enfin, pour les fournisseurs d'accès, enfin, pour ceux qui sont censés vous les donner. Eux, c'est ce qu'ils ça leur coûte ça à peu près. C'est pour ça que quand vous louez un serveur sur Internet, ben, dans le prix du serveur, par exemple, si on vous le loue à 20 euros par mois, sachez qu'il y a à peu près 4 euros que le fournisseur de votre serveur va donner à la société qui lui a cédé en fait l'adresse IP. Oui, l'adresse IP. Donc après vous avez les adresses de test, c'est les 127. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'adresse de loopback. Le 127, la carte réseau, quand elle voit que vous voulez adresser une machine en 127, ben en fait, elle sort rien. En fait, elle re-rentre à l'intérieur de l'ordinateur. Donc le 127.00, c'est comme si vous adressiez vous-même. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une adresse de loopback ou de bouclage. En fait, ça permet de tester, voilà, vous voulez savoir si vous avez du mal à connecter, à vous connecter avec un serveur, et vous vous posez la question, est-ce que ma carte réseau, elle est pas down, et est-ce qu'il y a un souci? Donc si vous faites 127.00 quelque chose, ou 127.1.1.1, ou faites ce que vous voulez, à partir du moment où ça démarre par 127, vous allez avoir un résultat. Si le résultat est OK, du ping, ben c'est que en fait, vous n'avez aucun problème jusqu'à la sortie de votre carte réseau. Si par contre vous avez un retour bizarre, c'est que vous avez un souci, soit sur la carte réseau ou un peu plus haut. Enfin, en général, c'est localisé à la carte réseau, hein, sur la puce réseau. Voilà. Après, les développeurs peuvent s'en servir sur la même machine s'ils ont monté un labo virtuel, enfin, à une époque, pour tester le réseau, les clients serveurs, ainsi de suite, les développeurs pouvaient travailler sur ces adresses-là. Donc ils restaient dans leur machine et ils simulaient en fait des accès réseau. Les adresses publiques, en fait, donc elles sont délivrées, c'est ce que je vous disais, par un organisme international officiel, c'est ce qu'on appelle l'IANA. Donc il veille à ce que chacune des adresses publiques soit unique au monde. Hein. D'accord, il ne faut pas qu'il y ait 2 serveurs web avec la même adresse IP. Elles sont réparties en classes en envisageant peu de réseaux de grande taille, classe A, et des réseaux d'autant plus nombreux que le nombre de machines qu'ils contiennent se réduit. Alors, la notion de classe, je vais vous le montrer, on va en parler. Sachez que maintenant, on est ce qu'on appelle en classless, c'est-à-dire que on se soucie pas des classes. On a en fait des masques de réseau à longueur variable. On va regarder ça. Donc,
historiquement, on avait commencé par les classes A. Alors les classes A, le premier octet, c'est un nombre compris entre 1 et 126, et ça disait donc, en fait, si j'achetais une classe A, moi, j'avais un réseau. Par exemple, mon réseau, ça aurait été le réseau 8 point quelque chose. Si j'achète le réseau 8 point quelque chose, si j'achète la classe A avec le numéro 8, tout ce qui suit, donc 8, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 2, 8, 1, 1, 3, toutes ces adresses IP là, ben elles m'appartiennent. Donc en fait, c'est des millions d'adresses IP qui m'appartiennent. Et donc en fait, les 3/4 du temps, bah elles sont pas, c'est pas justifié quoi. Donc en fait, ça c'est de la pénurie parce qu'à l'heure actuelle, on est en pénurie d'adresses IP au niveau IPv4. Donc bah voilà. Mais à une époque, on pouvait acheter. On pouvait acheter des classes A. Peugeot avait acheté une classe A, Renault avait acheté une classe A, à l'époque où quasiment personne allait sur Internet et quasiment personne y croyait à Internet. Hein. Faut bien vous dire qu'à une époque, personne ne croyait à Internet. Hein. Donc voilà, les premiers qui s'y sont mis, ils achetaient directement une classe A. Et ils l'achetaient. Elle leur appartenait. Maintenant, on peut plus acheter une classe A. On peut utiliser des adresses qui sont d'une classe A, mais on peut plus acheter une classe A. 7 bits sont utilisés pour le numéro de réseau et 24 bits pour identifier l'hôte. Donc vous voyez, 24 bits pour identifier un hôte, c'est énorme. Donc en fait, un classe A peut donc comporter jusqu'à 16 millions d'hôtes. Le masque par défaut était 255 et c'est tout, 000. Donc une classe A démarre toujours, le premier octet démarre toujours par 0. Vous avez le numéro du réseau et tout le deuxième, le troisième et le quatrième octet, c'est le numéro de l'hôte. Donc vous imaginez, c'est monstrueux, le nombre de machines que l'on peut adresser. Une classe B, elle, ça commence par 1, 0. Le premier octet commence par 1, 0. Le numéro du réseau, lui, il se met sur les deux premiers octets, moins les deux premiers bits du début. Le troisième octet et le quatrième octet, c'est le numéro de l'hôte. Donc le réseau est codé sur 2 octets et l'hôte sur 2 octets. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, vous avez 2 exposants 16-2, donc en fait, vous avez à peu près 65 534, enfin pas à peu près, vous avez possibilité d'adresser ce nombre de postes. La classe C va démarrer par 1, 1, 0. Donc là, on a le premier octet, deuxième octet, troisième octet, là c'est juste pour le numéro du réseau. Tout ça pour le numéro du réseau. Par contre, très peu pour le numéro d'hôte. Donc du coup, on peut avoir beaucoup de réseaux, mais moins d'hôtes dans ce réseau. Donc là, en fait, c'est 2 exposants 8 moins 2. Voilà, on peut avoir 250 postes sur un même réseau. Après, vous avez les classes D et E qui sont... les classes D sont utilisées pour la multidiffusion, la classe E, c'est pas, enfin, la classe E, tout ça, c'est pas des adresses disponibles, c'est réservé pour, enfin, c'est pour la recherche, pas pour l'avenir, non, parce que maintenant, l'avenir, elle se fait pas avec IPv4, ça se fait avec IPv6, hein. Donc, voilà, la classe D, sachez que ça existe, la D et E, mais bon, on n'y touche pas à ça. Alors, les bits les plus à gauche du premier octet permettent de connaître l'adresse, la classe d'une adresse. Donc, je vous ai dit, 0, pour la classe A, pour la classe B, 1, 0, pour la classe C, 1, 1, 0, pour la classe D, 1, 1, 1, 0, et ici pour la classe E. Adresse particulière. Un numéro de réseau ou un numéro d'hôte ne peut pas avoir tous ses bits à 1 ou à 0. Ces cas particuliers sont réservés pour des situations précises. Par exemple, pour une diffusion, un broadcast, tous les bits de la partie haute de l'adresse IP sont mis à 1. Ainsi, l'adresse 132, 145, 255, 255, donc là on n'a que des 1, identifie tous les hôtes du réseau 132.135, c'est-à-dire que si vous envoyez sur le réseau à cette adresse-là, en fait vous arrosez tous les hôtes de ce réseau. Un numéro de réseau courant, le numéro de réseau courant est noté en mettant tous les bits de la partie haute à 0. Par exemple, le réseau 132.145 est représenté par 132.145.00. Là, vous représentez avec cette notation ce réseau. Un numéro d'hôte du réseau courant est parfois identifié en remplaçant le numéro de réseau par des zéros. Par exemple, pour identifier l'hôte 67.21 du réseau 132.145, il est possible de l'indiquer de cette façon. 006721. Comment il trouvera le réseau? Ben, par le masque. Donc, en faisant une opération
avec le masque, vous remontez sur 132.145. La boucle locale permet de tester la pile TCP interne et le bon fonctionnement de la carte réseau, c'est 127.0.0.1. Adresse APIPA, alors ça c'est ça a été inventé par Microsoft. En fait, à une époque où mettre une imprimante en réseau ou un ordinateur en réseau, c'était considéré comme de la magie noire quasiment. Il y a 30 ans, mettre en réseau, c'était un exploit quoi, hein, quand on arrivait à connecter les périphériques. Alors Microsoft s'était dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que si les personnes ne configurent rien, configurent pas, branchent, enfin juste que brancher, et puis allumer les ordinateurs vont faire en sorte de se mettre dans un réseau particulier, et on va leur donner une adresse IP. Voilà. Donc du coup, bah, c'était magique, ça fonctionnait. D'accord? Donc pas besoin de serveur DHCP, il suffisait d'allumer, et les adresses IP se retrouvent, enfin, les adresses distribuées, les ordinateurs se retrouvaient sur une plage d'adresses d'un réseau en 169.254. Voilà. Et après avec un numéro d'hôte dans ce réseau-là. Ça existe toujours, hein. Donc là, vous branchez vos ordinateurs, vous les connectez ensemble, et vous allez vous apercevoir qu'ils se retrouvent, s'il n'y a pas de serveur DHCP, ils se retrouvent avec une adresse IP APIPA. En fait, voilà celle-là. Donc la plage d'adresse va de 169.254.00 à 169.254.255.255. Alors, en résumé, tout à 0 et idée de l'ordi, dans ce cas-là, c'est tout à 0, pardon, c'est cet ordinateur, l'ordinateur présent. Tout à 0 au niveau du NetID et un ID Host ID, cet ordinateur-là, vous cherchez l'ordinateur sur ce réseau, hein, quand tout est à 0 là. Quand tout est à 1, c'est une diffusion limitée au réseau. Quand vous avez un ID réseau et après tout à 1, c'est la diffusion dirigée vers ce réseau. Et quand vous avez 127 et un nombre quelconque, c'est l'adresse de bouclage, le loopback. Voilà, donc en résumé, la classe A, début IP, fin IP. Nombre de réseaux 126, nombre d'hôtes 16 millions, voilà. Donc je vous laisse consulter le tableau, sachant que voilà, on vient de le voir. Donc après vous avez la possibilité d'avoir des adresses statiques ou dynamiques. Les adresses statiques sont celles qui sont fixées sur chaque machine de façon non automatique. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire cette machine, elle a telle adresse IP. Donc ça, bien sûr, c'est ce qui est conseillé quand vous avez des serveurs dans votre infrastructure. Il faut que l'adresse IP soit fixée, pas dynamique, parce que vous voulez adresser le serveur web et puis avec son nom, et puis d'un coup il est sur telle adresse IP, un autre coup il est sur l'autre adresse IP, ben ça marchera pas. Donc il faut toujours garder la même adresse IP. Les adresses dynamiques sont celles qui sont affectées par un serveur DHCP, donc Dynamic Host Configuration Protocol. L'ordinateur, ben voilà, donc ok pour ça. Maintenant un petit exercice. Donc l'ordinateur 37 194 192 21 appartient à quel réseau? Donc je vous ai dit, pour savoir, vous prenez le premier octet, vous le mettez en binaire. Donc ici, si vous transformez tout ça en binaire, le 37, vous vous apercevez qu'en fait, ça démarre par 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ben, comme ça démarre par 0, on avait dit que c'était une classe A. Ici, 137 appartient à quel réseau? Donc là, on a 1, 0. Donc si vous vous rappelez, ça démarre par un 1. Donc c'est une classe B. 197 en binaire, 1, 1, 0. Donc là, c'est une classe C, puisque ça démarre par ces trois valeurs. Voilà. Donc là, il y a un petit exercice. Je vous passe, voilà, le résultat. Donc, vous reviendrez, vous fixerez, vous ferez une pause, et là, vous ferez une autre pause aussi quand vous aurez fait des exercices pour avoir le résultat. Donc, pareil, pour l'ensemble des adresses IP suivantes, des machines suivantes, voilà, présentes sur le même réseau ayant un masque par défaut, donnez les adresses des machines qui communiqueront ensemble. Voilà. Quelles sont les machines qui vont communiquer ensemble. Je vous laisse le temps de mettre en pause. Et voici le résultat. Donc vous voyez qu'ici, toutes celles qui sont en bleu communiqueront ensemble, en rouge, pardon, en vert, celles qui communiqueront ensemble, en bleu, celles qui communiqueront ensemble. Et en noir, celles qui communiqueront ensemble. Voilà. Maintenant, on va passer sur la notation CIDR. Alors, le CIDR, en fait,
plutôt que de dire de quelle classe de travailler avec le masque 255.255.0.1, je vous ai dit qu'on pouvait avoir des masques variables. Et en fait, on va se servir de la notation CIDR. Alors, ça va dire qu'en fait, on a l'adresse IP, slash et un chiffre. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est le format plus court du couple adresse IP et masque. Donc, c'est connu sous la notation de CIDR, qui est l'acronyme de classless, donc sans classe, interdomain routing. Elle donne le numéro du réseau suivi d'un slash et le nombre de bits à 1. Donc, regardez par exemple 10.10.10.10.10/8, ça équivaut à un masque 255.0.0.0, donc c'est les 8 bits, donc c'est le premier octet. Alors, et voilà, en fait quand je vous disais, c'est qu'on peut faire du sous-réseau, par exemple si on met 9, ça veut dire qu'on a les 8 bits ici qui sont à 1, et après, dans le troisième octet, on vient consommer un bit. Voilà. Donc, à l'adresse réseau, on a ici cette machine à cette adresse réseau, donc 10.0.0. Ici, si vous avez un slash 16, ça équivaut à 255, hein. Toujours pareil, la 16, ça fait 2 octets, donc 7 octets, et celui-là, donc l'adresse du réseau sera 180.10. Voilà. Ici, un slash 24, 1 octet, 2 octets, 3 octets. Notre réseau, c'est 192.10.10.0. Voilà, ici 27. Donc là, vous voyez, on avait 24. Donc, on a ce premier octet, ce second octet, ce troisième octet. Et là, on consomme à l'intérieur, donc de 3 bits à l'intérieur. Et donc si on calcule le masque, ça donne 224. C'est pas obligatoirement un 0, puisque vous avez fait du sous-réseau là. Donc on a 224. Donc on est d'accord que quand on a ça, on a un peu moins d'autres et un peu plus de réseau. Donc on a l'adresse réseau 192.168.10.64. Attention, vous ne faites pas avoir. L'adresse, si on a ce réseau, avec ce masque-là, l'adresse du réseau, en fait, cette adresse IP avec ce masque-là, l'adresse du réseau, c'est 192.168.10.64. Vous faites le test, vous mettez tout à 1, et vous faites le et vous verrez que vous tombez sur 64. Alors, on va regarder le paquet en comparaison de la trame. Donc, l'unité de transmission entre deux cartes réseau et la trame. Carte réseau, une autre carte réseau, c'est de l'Ethernet, on parlait de trame. La trame est transmise d'une carte réseau à une autre en utilisant les adresses MAC, destinataire et source. Une trame ne peut être transmise à un poste se trouvant sur un autre réseau, car on ne peut pas connaître son adresse MAC, et quand même on la connaîtrait, on ne pourrait pas diffuser ou commuter vers ce réseau. Je vous rappelle, toutes les adresses Ethernet, aucune adresse Ethernet n'est routable. L'unité de transmission entre réseaux est le paquet IP, le fameux paquet IP. Un paquet contient l'adresse IP du destinataire et l'adresse IP de l'émetteur, puis les données à transmettre. Donc en fait, quand vous allez vouloir passer d'un Ethernet à Internet, il va falloir transmettre modifier les trames, passer d'une trame à l'autre, d'un type à l'autre. Donc on passera de la trame vers le paquet. Un paquet est rangé dans une trame pour être diffusé sur un réseau local, et inversement. L'adresse de destination du paquet permet de déterminer la route que devra emprunter ce paquet à travers les réseaux intermédiaires pour atteindre le destinataire. Alors, un paquet IPv4, donc le paquet IPv4, on a le numéro de version IPv4, longueur de l'entête, le type de service, la longueur totale du datagramme, c'est-à-dire d'ici à ici. L'identification, donc recopiée dans chaque segment, c'est-à-dire qu'en fait, si vous envoyez 50 paquets sur Internet, il faut les numéroter pour les remettre dans l'ordre, en fait. La durée du paquet, c'est-à-dire que si le paquet il est passé par tant et tant de routeurs, chaque fois c'est décrémenté, quand ça arrive à 0, c'est mort. Dans ce cas-là, le récepteur ne recevra pas ce paquet-là, il va réclamer à l'émetteur une réexpédition. Vous avez l'adresse IP source, destination, des options et les données.
Donc ça, c'est Internet, c'est les paquets IP, hein, donc, et à ne pas confondre avec les paquets TCP qu'on a vu dans la leçon, pardon, avec les paquets Ethernet qu'on a vu dans la leçon précédente. Maintenant, comment on communique entre réseaux IP? Seuls les postes appartenant au même réseau IP peuvent communiquer directement entre eux. Pour communiquer avec un poste appartenant à un autre réseau, il faut passer par une machine intermédiaire appelée le routeur. Donc là, on va faire une petite introduction au routage, sachant que le routage, il y a plein de choses à dire. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste une petite introduction. Un routeur est une machine connectée à plusieurs réseaux IP. Donc s'il est connecté à 4 réseaux IP, il aura donc 4 sorties, une dans chaque réseau IP. Il dépose donc de plusieurs cartes réseau, une par réseau IP, de plusieurs adresses MAC, bien sûr, et plusieurs adresses IP. Chaque carte réseau constitue une route directe ou indirecte vers un ou plusieurs réseaux. Une route indirecte passe par un autre routeur, hein, parce que les routeurs peuvent envoyer une information à un autre routeur, hein, et ainsi de suite, et après, c'est le jeu de la patate chaude, hein. Le routeur, lui, c'est pas pour lui, il va le passer à un autre routeur, et ainsi de suite. C'est comme ça que vos paquets, au bout d'un moment, ils se retrouvent au bon endroit. Mais ils vont faire des sauts entre les routeurs. En général, pour aller de chez vous aux États-Unis, vous allez faire 16 sauts à peu près. Maximum d'ailleurs, 16 sauts. En général, à moins de 16 sauts, votre paquet il est envoyé directement dans le bon LAN, on va dire. Le routeur associe à chaque carte l'adresse d'un ou plusieurs réseaux. Cette association s'appelle une table de routage. Lorsqu'une des cartes réseau d'un routeur reçoit une trame dont elle est destinataire au niveau de l'adresse MAC, elle récupère le paquet contenu dans la trame et la transmet au protocole IP. Le protocole IP compare l'adresse de destination IP du paquet avec les adresses dans sa table de routage. Si l'adresse correspond, le paquet est rangé dans une nouvelle trame et transmis sur la carte réseau indiquée par la table de routage. Alors c'est pour ça que IPv4 est en fait très très lent par rapport à IPv6, c'est que il nécessite beaucoup de routage. IPv6, il y a beaucoup moins de routage, il y a quasiment presque plus de routage. Donc en fait, si vous passez tout en IPv6, enfin quand tout sera en IPv6, bon, il y a déjà beaucoup derrière votre fournisseur d'accès, derrière votre box, en général tout est IPv6, hein, mais pas dans tous les pays. Donc il y a encore des protocoles de NAT qui sont mis en place et donc ça consomme de la ressource et ça freine puisqu'on encapsule, on décapsule, on réencapsule, on redécapsule. Donc le trajet de votre trame est réduit. Enfin, et pas réduit, le trajet de votre trame est complexe, donc passe de nombreux périphériques et le temps de traitement, hein, l'overhead qu'il y a pour chaque périphérique fait que ça freine. Dans un réseau IP, le protocole IP est systématiquement utilisé pour la communication entre postes. Donc, un poste détermine pour chaque paquet qu'il émet si celui-ci est émis dans son propre réseau ou vers un autre réseau, en appliquant le masque. Il applique pour cela son masque de sous-réseau à l'adresse de destination du paquet et compare le résultat. Si le masque donne le même réseau que celui où il est, c'est bon, sinon on cherche le réseau qui correspond. Si le paquet est destiné à notre réseau, il le transmet le paquet à son routeur. Pour communiquer avec d'autres réseaux, un poste doit connaître au moins une adresse de routeur. C'est pour ça que quand vous fabriquez une adresse IP, on vous demande l'adresse IP de votre poste, son masque, et on vous demande aussi de la passerelle, mais en général aussi le serveur DNS, mais on vous demande la passerelle. La passerelle, c'est le routeur. Cette adresse fait partie de la configuration du poste. Remarque, en anglais, le routeur se dit gateway, ce qui est traduit par passerelle en français par certains logiciels. Voilà un paquet, comment on fait pour le router. Il doit passer au routeur 2, clac, ça passe au routeur 2. Voilà. Donc ce poste-là, vous voulez communiquer avec ce poste-ci. Ici, vous voyez que c'est du 200, 150, 10. C'était ce réseau-là, mais il voulait communiquer avec cette adresse-là. Le réseau a dit, le poste a dit, mais non, là, c'est pas possible. Cette adresse n'est pas dans mon réseau, donc je vais le passer au routeur. Le routeur 1, lui, il est branché sur le réseau
200.140.0, sur le réseau 200.160.0 et sur le réseau 200.150.0. Mais ça arrive d'ici. Il peut pas le passer à lui, c'est pas le même réseau, puisque là c'est le réseau, il est sur un 28.00, donc il peut pas le passer là. Du coup, comme il sait pas, il va le passer au routeur 2. Le routeur 2, lui, calcule. Il dit, est-ce que c'est en 180? Moi, je suis branché sur le 180. Ben non, j'ai pas sur ce réseau-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme je sais pas, ben je le passe au routeur 3. Le routeur 3, lui, il fait son calcul. Est-ce que moi, je suis branché sur le réseau 28.0.0.0? Oui, et ben hop, donc je passe ce paquet dans ce réseau-là. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, c'est très synthétique, mais dites-vous qu'Internet n'est que un assemblage de routeurs comme ceci. Alors, ici, vous avez un réseau distant. Voilà, 2 réseaux distants. Et ici, vous avez 2 routeurs. Donc, ici, quand le paquet n'est pas pour ces ordinateurs-là, ça va prendre le routeur, ça va venir ici, et ça va distribuer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, voilà, vous pouvez laisser des messages. Et le cours suivant, ben, on va continuer à progresser dans tout ça, on va progresser sur le routage. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.